Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Luis Martinez d'avoir accepté l'invitation de la CLA. Ensuite, je remercie le public présent d'être venu aujourd'hui, malgré les nombreuses manifestations qui étaient organisées cet après-midi, que ce soit par rapport à l'Algérie ou par rapport à la situation économique ici en France. Donc, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des rencontres qui ont déjà été organisées par la CLA. Donc, les élections présidentielles algériennes qui vont se dérouler le 7 avril ont été un prétexte pour nous pour organiser d'autres conférences. Donc, on a organisé une série de 3 conférences. Celle d'aujourd'hui, c'est la 3e. Les 2 précédentes, on a eu comme invité M. Mohamed Harbi, qui fait la conférence qui était sur la formation du système politique algérien. Donc, ça nous a permis de voir, d'un point de vue historique, comment le système algérien a évolué pour comprendre la crise que le régime vit actuellement. La seconde conférence a été avec M. Ahmed Bahmani. C'est porté sur l'aspect économique et social en Algérie, voir les conséquences de la politique économique algérienne, notamment pour ce qui est de la rente pétrolière et son aspect négatif finalement sur l'évolution et le développement d'une véritable économie nationale et son impact au niveau social. Pour la conférence d'aujourd'hui qui s'intitule l'Algérie dans son environnement régional et géopolitique, on a l'honneur de recevoir M. Luis Martinez, qui est un des grands spécialistes des questions du Maghreb et du Moyen-Orient, et directeur de cette série au sein de Sciences Po. Et elle a écrit beaucoup d'ouvrages sur la région, le Maghreb et particulièrement sur l'Algérie, notamment une thèse sur la guerre civile en Algérie qui a même été piratée, vu qu'elle a connu en version arabe, elle a connu énormément de succès. On a écrit également un livre dernièrement sur la violence de la rente pétrolière, où il y a une comparaison qui est faite entre la situation algérienne, libyenne et irakienne. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Luis Martinez. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'ACDA, les organisateurs de m'avoir invité. Donc, cette discussion sur les enjeux régionaux de l'Algérie, de sa politique, d'une part. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je sais que pour certains, déjà, ils étaient là hier aux séries pendant toute une journée à écouter déjà des conférences sur l'Algérie. Je crois qu'il y a une actualité, en effet, sur ce pays, mais en même temps, il y a un questionnement qui, disons, semble assez le même, disons, du point de vue que l'on peut formuler comme analyse là-dessus. Alors moi, je commencerai d'emblée par peut-être dire que finalement, l'Algérie qui est devant nous, je pense qu'elle est née, grosso modo, du point de vue, bien sûr, sa politique régionale de sécurité, ou, elle est née il y a 20 ans, en 1994. On l'a un petit peu oublié, mais il y a 20 ans, l'Algérie négociait ardemment un plan d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Je ne suis pas sûr que dans les médias on va fêter cet événement, parce que c'est quand même pas le plus agréable du point de vue national. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à la fin de l'année 93, l'Algérie est quasiment en cessation de paiement, elle est en faillite. Financièrement, c'est un pays en faillite. Ses caisses sont vides, on ne sait même plus comment on va payer finalement les fonctionnaires, et surtout on est engagé dans, du point de vue des autorités algériennes, dans disons, une guerre qui, comme vous le savez, est la suite de l'interruption d'un processus, d'un affrontement avec certains groupes armés islamistes, etc. Donc il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passe en Algérie pour peut-être comprendre finalement ce qui va aujourd'hui se déployer dans toute sa grandeur et sa splendeur, c'est-à-dire finalement eh bien, 3 phénomènes, me semble-t-il. Le premier, c'est la reconstruction et la mise en place d'un appareil sécuritaire qui va, disons, démontrer au cours de ces 20 dernières années son professionnalisme. Ce qui n'était pas le cas dans les années 91-93. Beaucoup de critiques étaient formulées sur cet appareil sécuritaire et dont on va voir par la suite qui va, avec les moyens peut-être aujourd'hui les plus sophistiqués, eh bien, disons, contrôler au sens technique du terme sa population. Deuxième aspect, c'est que les problèmes que l'Algérie croyait finalement être seulement internes vont déborder, et pas seulement à partir de l'intervention de l'OTAN et
et de l'opération Serval française, ils vont déborder dès 96-98, quand une partie des groupes dits du GSPC vont passer les frontières et aller, disons, du côté de la Libye, du Sahel, etc. Eh bien, ça va contraindre l'Algérie, qu'elle le veuille ou non, à s'occuper de son voisinage. Qu'elle dise ça m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas, c'est une obligation. Et donc on a les conséquences, 10-15 ans après, de tout cela. Mais le nœud, me semble-t-il, il est à ce moment-là. Troisième aspect qui me paraît, disons, également intéressant, c'est que finalement la reconstruction politique que l'Algérie va faire au cours de la décennie 90, eh bien, elle va connaître sa grandeur au cours de la décennie 2000, tout simplement parce que, ayant exclu du système politique finalement ceux qui contestaient, ceux qui ne partageaient pas les mêmes points de vue, etc., on va avoir une reconstruction assez, disons, on va dire un petit peu de façade comme cela, et qui va, la greffe va prendre, on va dire. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que l'on va considérer que chaque fois que les élections vont avoir lieu, elles ne sont pas légitimes, elles ne mobilisent pas 20-25% peut-être de la population, on va se rendre compte que ce système politique va être suffisamment, disons, bien enchâssé pour finalement fournir le minimum, c'est-à-dire une légalisation des procédures. Voilà. Il faut des députés, il faut des ministres, il faut des responsables de wilaya, même si tout cela ne joue pas son rôle politique, c'est-à-dire avoir un échange avec la population, recueillir des doléances, négocier les conflits, exprimer des solutions pacifiquement, etc. Ce qu'on attendrait d'un système politique en général. Donc, moi, il me semble que c'est 94 qui est un petit peu la date de cela. Et ce qui est important à soulever, c'est que à ce moment-là, eh bien, disons, du point de vue régional, l'Algérie n'a pas de problèmes régionaux, mais l'Algérie est un problème régional. En 94, ce n'est pas l'Algérie qui a des problèmes régionaux. L'Algérie est un problème régional majeur. Si vous êtes à Paris, on vous dit, je vous donne des exemples très concrets, à ce moment-là, dans les années 90, en 94, pour être plus juste, vous avez des réunions où on réfléchit à quoi? À combien de millions de migrants vont quitter l'Algérie parce que ça va devenir l'Afghanistan. Voilà. Ça, c'est en pleine guerre, tout le monde imagine que ça va être l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on pense comme solution? Qu'il faut construire des camps de réfugiés. Où? Ah ben alors on commence à réfléchir, peut-être au Maroc, peut-être en Tunisie, parce qu'on ne pourra pas les accueillir en France. Ça va politiquement être explosif. Donc, perception catastrophique, si vous voulez, de la situation algérienne. Donc, l'Algérie est un problème régional à ce moment-là. Ce n'est pas elle qui a des problèmes avec sa région. Si on est du côté, bien évidemment, marocain ou tunisien, l'Algérie, c'est un petit peu effrayant pour ces deux pays, parce qu'ils ont le sentiment qu'un pays aussi grand, aussi important, aussi stratégique, va littéralement détruire leur faible économie, à la fois touristique, leur stabilité, leur sécurité, donc une vision extrêmement difficile. Alors par un effet, disons, assez incroyable, 20 ans après, l'Algérie est considérée comme stable, sécurisée, du point de vue sécuritaire, hein, je ne dis pas politiquement, etc., mais c'est tout son environnement régional qui lui apparaît comme extrêmement catastrophique, dramatique, la Libye, le terrorisme en Tunisie, l'absence d'État au Mali, la violence dans le Sahel. Il y a eu un changement très important. Et je crois que ce changement va être très bénéfique aux autorités algériennes, qui vont, me semble-t-il, et je vais essayer de le démontrer, l'exploiter de façon remarquable. Je commence d'emblée en montrant que dans les années, disons, 80-90, lorsqu'on regarde quelques, disons, documents des autorités algériennes sur les perceptions de la menace, globalement, en Algérie, on s'inquiétait de quoi? On s'inquiétait, grosso modo, de la construction de forces navales en Méditerranée européenne. Les Algériens se disaient pourquoi la France, l'Italie, les États-Unis font des manœuvres en Méditerranée, est-ce qu'ils ont des projets d'invasion, est-ce qu'ils ont des projets... À ce moment-là, c'était tout simplement l'idée que si demain Alger devient une ville sur le plan militaire ingérable, de type Beyrouth pendant la guerre civile, il faudra évacuer tout ce qu'on pourra évacuer, donc les forces navales d'intervention seront là pour sécuriser les périmètres et faire sortir le plus de gens possible. C'était vraiment la perception qui dominait à ce moment-là. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner que Alger, préoccupé par son inquiétude en Méditerranée, va en fait mener une remarquable politique de sécurité, à la fois dans le Sahel, je dirais, et dans le Sahara.
91-96, la plupart des groupes armés sont, pour les militaires algériens, du point de vue purement militaire, sont vaincus. Ils ne constituent plus une menace stratégique. La violence continue, mais c'est plus du tout une menace. C'est-à-dire que de leur point de vue, je donne un exemple concret, les terminaux, disons, gaziers, mettons comme celui de Skikda, peut recommencer à accueillir des investissements étrangers, en particulier français, parce qu'on n'a plus d'inquiétude. On sait que ça, on peut faire ressortir le gaz, et quand les investisseurs viennent, c'est qu'en général, ils ont suffisamment d'informations pour se dire qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Que va faire à ce moment-là, disons, en particulier l'armée algérienne, mais surtout, disons, ses services de sécurité? Eh bien, ils vont réussir, globalement, non plus à combattre les groupes islamistes, comme ils le faisaient entre 91 et 96, mais ils vont progressivement les aider à se délocaliser. Ils vont les faire passer du nord de l'Algérie, 96, 97, 18, 19, vers le Sahara, et puis progressivement le Sahel. De 96 à 2001, grosso modo, c'est dans le Sahel que se situe une partie de ces groupes-là. Et pour les services algériens, c'est un succès incroyable, parce que une fois qu'ils sont installés ici, qu'est-ce que ça va être la politique de l'Algérie? Ça va être de les sédentariser. Ça va être de dire, ils sont là, bien sûr que c'est pas agréable, ils sont pas loin des champs pétrolifères, etc., mais on va faire des accords tacites avec eux. On en avait déjà fait dans le Nord, avec l'armée, disons, islamique du Salut, en 96. On va en faire avec eux de façon tacite. Ils ne nous attaquent pas, on ne les attaque pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ils peuvent s'installer, faire du commerce de cigarettes, de drogue, se marier, avoir une maison, faire du trafic de voitures. Ce n'est pas notre problème. Ce sera le problème des Maliens par la suite, mais pas le problème de l'Algérie. Donc, on va les laisser tranquilles. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plupart des groupes d'Afrique du Nord, mettons le GSPC, va bien sûr se transformer en ACMI en 2001, mais également le GIP, le groupe islamiste combattant libyen, va les rejoindre. Toute une série de combattants comme ça du nord, islamistes de l'Afrique du Nord, vont se mettre dans le sud de la Libye, de l'Algérie, en particulier dans la région sahélienne, et vont se sédentariser. Alors on va un peu les oublier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'Algérie, elle a une gestion très, on va dire, sécuritaire de cette affaire, et globalement, que vont faire les services algériens, et ça on en a une série, je vous donnerai quelques exemples aujourd'hui de démonstrations, et bien on va développer une clientèle. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, on va se débrouiller pour qu'une fois qu'ils sont installés, ils fassent cette chose. Voilà, ils vont faire du commerce, ils vont pas être coupés en termes de relations, ils ne vont pas être abandonnés comme cela. Je vous donne un exemple concret, lorsque l'opération Serval française va avoir lieu, eh bien, les militaires français vont par exemple récupérer des centaines de portables de l'ACMI, etc., et ils vont analyser leurs puces. À qui ils téléphonaient ces gens-là dans le Sahel? Et puis on va se rendre compte que, en fait, ils téléphonaient beaucoup. Il y a beaucoup de gens en Algérie, en particulier à Tamanrasset. Et paraît-il, un sénateur qui avait des échanges permanents avec eux. Donc il n'y avait pas de, disons, les liens n'étaient pas coupés. Ils téléphonaient aussi en Libye, ils téléphonaient aussi à droite et à gauche. Donc on va se rendre compte qu'ils faisaient des affaires dans le Sahel, mais ils étaient très loin d'être abandonnés. Il y avait donc des liens, des échanges, etc. Ce qui va un peu conforter l'idée que l'armée algérienne et ses services étaient très loin, disons, de ne pas savoir ce qui se passait. Donc ils avaient un regard attentif. Mais qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Ça nous dit que, premièrement, eh bien, alors que l'armée algérienne, de façon classique, va être, elle, amenée à, comme vous avez, j'imagine, pu le constater en Algérie, durant cette période, à sécuriser les lieux stratégiques, les villes, les ports, les aéroports, les routes, etc. Les services vont faire autre chose. Les services, ils vont, eux, gérer 4 ou 5 000 personnes qui continuent à vouloir faire, disons, la guerre, le djihad, selon leur terminologie. Et donc, ils vont les gérer comment? Non pas les combattants, parce que ça, c'est pas possible. On ne peut pas combattre dans un espace sahélien comme ça, 5 000 personnes, avec des moyens militaires qui sont encore, pour l'Algérie, rudimentaires. L'Algérie, en 90, début des années 2000, elle n'est pas du tout équipée pour mener les guerres que peut-être elle peut mener aujourd'hui. Dans les années 2000, c'est encore une armée de miliciens, c'est une armée lourdement équipée, qui n'est pas mobile, qui n'a pas suffisamment de moyens techniques pour faire ce type de conflit. Absolument pas. Donc du coup, elle va faire la chose la plus intelligente, elle va créer des liens humains, elle va négocier, acheter, clientéliser, elle va donc permettre à ces groupes de fonctionner sans trop de problèmes et s'y installer. Entre-temps, l'armée algérienne va faire
le travail qui lui reste à faire, ce qui va permettre à l'Algérie, au cours de la décennie 2000, là aussi de façon assez incroyable, eh bien, d'apparaître comme un pays doté d'une très grande expertise sur le terrorisme. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on vienne chercher l'expertise algérienne? Il va se passer un événement majeur, hein, c'est le 11 septembre 2001. Les États-Unis sont attaqués sur leur sol. Vous savez, George Bush lance sa campagne mondiale contre le terrorisme, et les États-Unis ont besoin de pays partenaires pour combattre le terrorisme. Et donc, ils vont bien sûr trouver les alliés européens, traditionnels, mais ils vont aussi faire venir des alliés moins traditionnels, comme la Libye, comme l'Algérie, par exemple, qui vont participer activement, disons, à cette lutte contre le terrorisme, parce que ça va servir les intérêts de l'Algérie, elle doit combattre le terrorisme, mais ça va surtout permettre de relégitimer une armée algérienne et des services qui avaient quand même été tout au long de la décennie 90 accusés de violations massives des droits humains, de crimes, le fameux procès, disons, du général Nézar à Paris, etc. Enfin, le procès, disons, lui-même avait porté plainte contre Khalid Zouhadia, donc c'était pas le procès du général. Mais surtout, il y avait eu quand même cet événement où, disons, le chef d'état-major des forces armées algériennes était à Paris, et puis le Canard enchaîné nous apprend que le soir même, la police française l'informe qu'il y a une plainte contre lui et qu'il doit se sauver parce que un juge peut le mettre, disons, sous arrestation, donc il va se sauver, il va lui envoyer un avion pour qu'il rentre vite fait. Donc vous voyez, c'était un contexte quand même extrêmement désagréable, c'était un contexte qu'on peut qualifier d'insécurité juridique. C'est-à-dire que beaucoup de militaires algériens, notamment de haut gradés, qui avaient gagné entre guillemets la bataille contre les groupes armés, ne se sentaient pas juridiquement à l'aise parce qu'il y avait des familles de victimes qui pouvaient porter plainte contre certains d'entre eux, et donc il y avait cette insécurité juridique. Le 11 septembre 2001, c'est pour l'armée algérienne et ses services, c'est une bénédiction. Pour la Libye également, mais c'est une bénédiction parce que ça va obliger les États-Unis en fait à vraiment considérer la position algérienne comme déterminante. Déterminante où? Non pas dans les affaires intérieures de l'Algérie. On ne dira plus jamais rien sur les affaires intérieures de l'Algérie. On considérera que, alors qu'on avait critiqué dans les années 90, à partir de 2001, on ne va pas s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. En revanche, on va progressivement attendre de l'Algérie son aide, son expertise sur le terrorisme, et en particulier celui de l'AQMI, lorsque celui-ci va devenir, comme vous le savez, associé, disons, à Al-Qaïda dans la région. Alors là, c'est l'heure de gloire de l'armée et des services algériens. Ça dure à peu près, disons, une dizaine d'années. On est de 2003-2004 jusqu'à In Amenas, qui sonne le glas. Après ça, c'est terminé, donc après l'attaque des champs, disons, du complexe gazier. Mais on a 10 années où l'armée algérienne et ses services accueillent leurs homologues français, américains, britanniques, font des congrès à Alger, sont invités de partout, avec beaucoup d'arrogance parfois. On a des militaires algériens qui expliquent qu'eux savent comment il faut faire, et ils l'ont fait, et qu'à côté de cela, les États-Unis ne savent pas faire la guerre avec Al-Qaïda, parce qu'eux, vraiment, ils ont réussi. Donc on a si vous voulez, une machine idéologique qui est là et qui dit, voilà, nous avons fait cette guerre, nous l'avons gagnée, nous avons été les précurseurs là-dedans, nous sommes... Alors bien sûr, on oublie tout ce qui relève des questions politiques, morales, humaines, tout cela est mis de côté, parce qu'à ce moment-là, ce qui est en jeu, c'est la menace sur, disons, les démocraties occidentales. Les attentats de Madrid, de Londres, les tentatives ratées à Strasbourg, à Hambourg, etc., font que ce qui intéresse, c'est plus du tout ce que l'armée algérienne a fait sur son territoire, mais ce qui intéresse, c'est sa capacité à aider les autres à combattre à l'extérieur. Et l'armée algérienne, eh bien, va faire une chose, bon, je formule une hypothèse, parce que je n'ai pas la preuve pour le démontrer, mais je pense que, comme souvent avec l'Algérie, ces preuves sortiront par la suite. Eh bien, l'armée et ses services vont tout simplement considérer qu'ils ont une véritable, disons, c'est une vache en or, si vous voulez, l'AQMI pour les services algériens. Moins ils les combattent, plus ça leur apporte. Parce que plus l'AQMI va s'installer dans le Sahel, plus l'Algérie, disons, va pouvoir dire, voilà, mais nous on sait,
la menace qu'ils font peser. Mais quand on se demandera toujours, mais pourquoi vous n'attaquez pas ces gens-là? Ah non, on ne va jamais les attaquer. On ne va jamais les attaquer. On ne va pas les attaquer parce que c'est au contraire, c'est une source, disons, stratégique énorme. Ça permet vraiment d'avoir une valorisation considérable, au moins jusqu'à l'opération Serval française, qui va casser cela. Donc jusqu'à Serval, et je vais y venir, c'est un autre enjeu régional. Donc, 95, l'Algérie est un problème régional. À partir de 95, elle délocalise, je dirais, elle exporte son problème, entre guillemets, sécuritaire dans la région, et elle crée à ce moment-là de l'insécurité régionale. Elle le crée. Beaucoup vont considérer que c'est, bien sûr que c'est, du point de vue de l'armée algérienne, ils ont raison d'avoir fait cela, mais du point de vue régional, c'est un problème qui va, disons, être extrêmement important. Que vont faire ces groupes AQMI dans le Sahel? Eh bien, ils vont se multiplier. Alors l'AQMI, ensuite on va avoir le Moujao, Ansar-Eddin, on va toute une série de groupes, et à la fin, on va avoir un observateur avant l'intervention française, donc dans le Mali. Voilà ce qu'il nous dit. Alors là, il nous parle de tous ces groupes-là dans le Sahel. Il nous dit l'AQMI est maintenant de mieux en mieux intégré aux communautés sahéliennes, locales, et nombre de ses chefs sont de connivence avec des dirigeants publics et des responsables de la sécurité malienne, nigérienne, algérienne. C'est un rapport officiel, hein, je vous dis ça, c'est vraiment fait plus préoccupant. Ces groupes collaborent avec des trafiquants de drogue, des organisations criminelles et des groupes rebelles de la région, notamment souvent Touareg, pour développer leurs ressources et leur financement, ce qui leur permettra non seulement de mieux résister aux services de sécurité publique, mais aussi de miner les États sahéliens de l'intérieur. Conclu, si les mesures énergiques ne sont pas prises pour contrecarrer la nouvelle stratégie sahélienne d'AQMI, la situation pourrait aboutir à l'établissement de refuges, véritables Waziristans, dans la région du Sahel. Et là, on est en 2010, c'est-à-dire que finalement, la conclusion, c'est que tout le monde sait que ces groupes sont là, sont devenus des notables locaux. Ils sont en 4x4, ils ont des aéroports, ils ont des voitures, de drogue, ils sont accueillis par des responsables, les services de sécurité locaux discutent avec eux comme s'ils discutaient avec des responsables locaux. Enfin, ils sont totalement intégrés dans le paysage et ils n'ont aucune inquiétude du point de vue sécuritaire. Personne n'est là pour leur dire on va vous arrêter, on va vous... Pour l'Algérie, c'est un succès complet. C'est-à-dire que ces groupes-là sont dans le sud, dans le Sahel, et ils ne sont plus en Algérie. La plupart d'entre eux sont souvent algériens. Et ils ne sont plus en Algérie. Du point de vue sécuritaire, vous imaginez ce que l'Algérie va vendre aux États-Unis et aux Européens? Nous avons réussi à exfiltrer ces groupes-là, à les avoir mis dans des 4x4, les avoir mis dans le Sahel, leur donner de quoi survivre, à se marier, à s'installer, sans tirer un seul coup de feu. C'est, du point de vue technique, là, on va dire, c'est remarquable, c'est vraiment... l'Algérie, là, va dire, voilà ce qu'on sait faire. On sait faire cela, et donc, bien sûr, les pays de la région, eux, ils n'ont pas du tout le même regard. Le Mali, le Niger, le Maroc, eux, ils voient cela, au contraire, comme une tentative algérienne de bien déstabiliser la région. L'Algérie va dire, non, nous préférons les avoir dans le Sahel, au Mali, que dans le nord de l'Algérie. On ne les veut pas dans le nord de l'Algérie, on ne les veut pas dans le Sahara algérien, mais dans le Sahel, de toute manière, c'est le problème du Mali. À lui de s'en occuper. Donc, première, disons, entre guillemets, menace géopolitique, qui va être pour l'Algérie véritablement une source de, disons, d'expertise, de revenus considérables. Le Kadhafi fera pareil, hein. Elle exploitera remarquablement cette question-là. Le responsable des services de sécurité libyens, Moussa Koussa, donc avant de se sauver à Londres puis au Qatar après la mort de Kadhafi, était invité régulièrement par les Européens et les Occidentaux parce que lui aussi, après avoir, entre guillemets, formé des terroristes, il les a combattus et il est devenu un expert. Donc il était très recherché pour sa connaissance là-dessus, de ce point de vue-là. Donc, première, sur le plan géopolitique, première conséquence. Deuxième, disons, on va dire menace géopolitique pour l'Algérie, qui va avoir des conséquences, elles, très sérieuses, c'est bien évidemment celles qui vont se mettre en place à partir de ce qu'on va appeler le printemps arabe, les révolutions arabes, les révoltes arabes, j'en passe.
Mais surtout, pour l'Algérie, c'est l'intervention de l'OTAN dans le soutien aux insurgés libyens. Que les révoltes éclatent, c'est un problème interne à chaque pays, du point de vue algérien. Mais que ces révoltes soient soutenues par l'OTAN, en particulier, rappelez-vous, du 19 mars 2011 au 31 octobre 2011, l'OTAN décide de soutenir les insurgés libyens. Alors ça, pour l'Algérie, c'est un très très grave problème de géopolitique, mais surtout de sécurité. Parce que si l'OTAN décide de soutenir les insurgés en Libye, rien ne dit que demain, il ne soutiendrait pas des insurgés en Algérie. Pourquoi ils le font en Libye et pourquoi ils ne le feraient pas en Algérie? Alors, du point de vue militaire, il n'y a pas de raison. D'autant plus que les insurgés libyens, pour beaucoup, vont apparaître pas forcément parmi les plus fréquentables. Il va y avoir des démocrates, des exilés, des gens qui vont pendant des années vraiment essayer de défendre une Libye libre, démocratique, donc tout à fait respectable, mais il va y avoir aussi des combattants, parfois pas très clairs, des anciens membres de groupes armés, etc. Donc des groupes assez hétérogènes. Donc ça, pour l'Algérie, c'est un vrai problème qui va se poser, d'où sa position qui va être de dire nous on est contre, bien évidemment, le renversement de Kadhafi, contre l'ingérence, mais surtout, dès l'instant où la Libye de Kadhafi va s'effondrer, eh bien, ça va avoir une conséquence pour l'Algérie immédiate, c'est que la Libye de Kadhafi, c'était une caserne à ciel ouvert. Je vais vous donner un chiffre pour vraiment mesurer ce que Kadhafi a fait en Libye. La Libye, c'était un tout petit pays du point de vue de sa population, de 3, 4, 5 millions d'habitants. Sauf que la Libye de Kadhafi s'est équipée, armée, pour à peu près, on estime, ce sont les chiffres de certains instituts qui travaillent là-dessus, elle s'est équipée pour 35 milliards de dollars d'armement. C'est-à-dire que dans la Libye de Kadhafi, vous avez des armes de partout, de partout. Des avions. Il y avait plus de chars d'assaut, d'avions de combat, de missiles, que de soldats capables de les utiliser. Parce que souvent, la Libye de Kadhafi faisait venir des mercenaires, des Russes, des Yougoslaves, des Ukrainiens, pour l'aider à combattre sur son territoire ceux qu'il a contestés. Donc quand le régime va s'effondrer, ce sont des milliers, en quelque sorte, de dépôts d'armes qui vont se retrouver un petit peu comme des supermarchés disponibles. Ils vont être là et les gens vont se rendre compte que une Kalachnikov en Libye, il y en a de partout, c'est comme des baguettes, vous pouvez en trouver de partout, parce que la Libye de Kadhafi s'était armée de façon incroyable. Alors, pourquoi elle avait fait cela? La Libye de Kadhafi avait une politique expansionniste, rappelez-vous, elle avait une politique africaine, elle était contre Israël, contre l'Amérique, contre le colonialisme, la France et le Royaume-Uni, elle soutenait tous les mouvements, terroristes dans le monde. Kadhafi avait créé dans son territoire 7 camps, des stages pour former des terroristes. Et on estime qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui sont passées dans ces camps pour se former, au terrorisme. C'est-à-dire savoir mettre un explosif, faire des attaques, etc. Et on y a trouvé à la fois des latino-américains, le groupe M19 colombien, des groupes africains, des groupes européens, des groupes, le soutien à l'IRA irlandaise. Kadhafi achetait des armes et puis les distribuait à tous ceux qui menaient son combat international contre Israël, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Il est allé jusqu'à faire un prix chaque année qu'il distribuait aux États-Unis, qui s'appelait le prix Louis Farrakhan, de 1 million de dollars par an, qui était donné à l'Américain le plus anti-américain. L'Américain qui était le plus anti-américain, il recevait 1 million de dollars par an. C'était le prix Louis Farrakhan. Pour vous donner un exemple de ce type de politique qui était menée à ce moment-là. Ça, c'est une parenthèse. Ce que je veux mettre en avant, c'est que quand la Libye de Kadhafi s'effondre, pour l'Algérie, c'est une catastrophe géopolitique. C'est pas que l'Algérie, je ne pense pas que l'Algérie officiellement souhaitait le maintien du régime de Kadhafi. Il n'y avait pas d'excellentes relations entre la Libye de Kadhafi et l'Algérie. Mais il valait mieux avoir un seul gouvernement, même compliqué, qui contrôle cet arsenal, que de ne plus avoir de gouvernement qui laisse, disons, cet arsenal de je ne sais combien d'armes, disons, à la disposition de tout le monde. Je dis entre parenthèses également, dès que Kadhafi va être tué, la priorité des États-Unis et de l'Europe, c'est d'aller tout de suite dans les sites chimiques cachés de la Libye.
C'est-à-dire, la Libye avait un programme suspect, chimique, nucléaire. La première préoccupation des Européens et des Américains, c'est est-ce que vraiment il n'y a plus d'armes chimiques en Libye? Parce que s'il en reste un tout petit peu, et que ça tombe dans les mains de groupes, c'est une menace pour tout le monde. Donc, on va sécuriser les sites chimiques. Par contre, tout ce qui va être les missiles, les kalachnikovs, etc., eh bien, les miliciens vont les récupérer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces miliciens qui ont renversé Kadhafi? Ben, certains d'entre eux, ce sont des milices islamistes. Il y a des milices qui ne sont pas du tout islamistes en Libye, voire même anti-islamistes. Mais certaines sont islamistes. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces milices islamistes? Eh bien, elles vont les vendre ou les donner à qui? Eh bien, à tous ces groupes qui sont réfugiés dans le Sahel. L'AQMI, le Bouchao, Samedi. Ben, ces groupes vont venir du Mali et dire c'est incroyable, on a des armes, nos collègues là-haut nous donnent des armes à n'en plus finir. Les Touaregs vont les saisir, et les Touaregs qui étaient déjà présents en Libye vont rentrer au nord du Mali. Et puis, chacun de ces groupes vont essayer de se dire mais maintenant qu'on a des armes dignes d'une armée nationale, peut-être qu'on pourrait créer un État. Parce que qui va venir nous attaquer? C'est pas le Mali, l'armée malienne. L'armée malienne, elle a été. L'armée malienne va essayer d'attaquer tous ces groupes-là. Elle va être défaite en 15 jours, je crois. Enfin, ça va être une débâcle. Donc il va y avoir un coup d'État au Mali, ça va être. Parce que l'armée malienne n'était pas du tout prête à combattre cela. Donc ces groupes vont s'installer dans le nord du Mali. Ils vont prendre, vous le savez, une partie de l'île, et ils vont vraiment disposer d'un État dans l'État, avec un armement, avec tout ce qui va permettre d'être, disons, en sécurité. Alors, du point de vue de l'Algérie, ça change la donne. Parce que tant que l'Algérie contrôlait les groupes, et finalement leur donnait, entre guillemets, un petit trafic par-ci, un petit trafic par-là, c'était tout à fait gérable. Jusqu'à la retraite, la CNI aurait pu rester là, au Sahel, sans trop de problèmes. En revanche, maintenant que ces groupes-là ont des missiles, certains disent des missiles sol-air, donc ils peuvent abattre des avions civils, ils ont un certain nombre d'armements un petit peu plus sophistiqués, là, ça pose un problème pour l'Algérie. Et ce problème-là, eh bien, c'est une interrogation pour beaucoup d'observateurs de l'Algérie, parce qu'on va faire des appels du pied